Bienvenue à vous tous pour la présentation de ce livre dans les publications de Chemin de dialogue sur la paix au Moyen-Orient, quelles implications des chrétiens. Donc Rémi Copena, tu as dirigé cette publication, tu vas nous en parler. Ça nous intéresse. Chemin de dialogue a voulu publier cet ouvrage. C'est le Kairos méditerranéen, encore une fois, avec le déploiement de tous nos processus à partir de Marseille en particulier, au service des peuples de la Méditerranée. L'événement de Med 23 a été une forte impulsion qui fait que de jour en jour, nous déployons ces réseaux au service de la Méditerranée. Donc cet ouvrage vient pile poil. Et puis la paix au Moyen-Orient. Au moment où l'association nous a proposé de publier ce volume, nous ne savions pas encore que le 7 octobre nous engagerait dans une nouvelle phase de cette responsabilité au Moyen-Orient. Moi-même, j'ai pu vivre 2 ans en Palestine, le matin en Palestine, l'après-midi en Israël, pendant 2 ans, pendant l'Intifada et la guerre du Golfe, la première. Donc, je te présente Rémi pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et puis je te laisse la parole. Donc, auteur de plusieurs ouvrages et d'articles sur l'histoire du dialogue islamo-chrétien, ancien directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée, chercheur associé à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabo-musulman, l'IREMAM, ex-Marseille, et à l'Institut pontifical pour les études du monde de l'Obisaï, c'est plus simple. Hein. Voilà. Professeur au Tangazai University College à Nairobi, de 2018 à 2021, et à l'Université Saint-Paul d'Ottawa au Canada en 2022. Actuellement, tu résides à l'université à Belo Horizonte au Brésil, et tu fais un postdoc à l'Université fédérale de Minas Gerais. Et tu peux en ajouter. Hein. Merci. Quelle émotion, chers amis, quelle émotion et quelle joie de vous retrouver ce soir, toutes et tous. Merci, merci d'être là, de vous être rendus disponibles. Merci de vos sourires. Merci d'être là. Merci. Et merci en particulier à Chemin de dialogue et à Chrétiens de la Méditerranée d'avoir organisé cette soirée. Merci en particulier à André Botegui, Dominique Paquet-Gaillard de Chemin de dialogue et Marie-Line Pacouré et Françoise Ladouès de Chrétiens de la Méditerranée d'avoir insisté pour que je fasse cette étape marseillaise sur ma route en direction de Rome, que je rejoindrai demain, en particulier au PISAI, donc à l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie, et le Result Dialogues on Civilizations, qui m'ont invité à traverser l'Atlantique. C'est donc plusieurs acteurs qui sont derrière cette belle soirée, et je tiens à les remercier. Mais ce soir, je pense aussi à Nicoletta, mon épouse, et Paolo et Diego, nos 2 enfants, qui m'ont laissé partir de Belo Horizonte au Minas Gerais, comme vous le voyez, dans ce sud-est brésilien, pas trop loin à l'échelle brésilienne, c'est très loin à l'échelle européenne, pas très loin de Rio de Janeiro et de São Paulo. Et je dois cependant vous dire que pour la première fois depuis 3 ans, j'ai fait le voyage le plus calme, puisque j'étais tout seul. J'ai pu dormir. Donc, outre la fatigue, bien évidente, la joie de vous retrouver fera que ce sera une belle soirée, et j'espère que ce que je pourrai vous dire ce soir vous intéressera. Mes échappées on-site sont rares en effet, maintenant que les rencontres online sont si faciles, comme Robert Botegui le sait si bien,
lui qui continue à m'associer aux belles rencontres dont il est le maître d'œuvre, malgré la distance, malgré les années qui passent aussi. Merci à vous, Robert, vous qui gagnerez encore en sagesse demain, si je ne me trompe pas. Parlant d'anniversaire, la dernière fois que j'avais pris la parole dans cette belle maison du Mistral, c'était pour les 25 ans de l'ISTR, en octobre 2017. J'étais alors venu de Rome, et j'avais parlé aux côtés de Dominique Santelli. Mais nous savions déjà, avec Nicoletta et Paolo, que nous devions partir pour le Kenya, où Nicoletta devait prendre son premier poste de diplomate dans une ambassade, quand j'allais me lancer pour ma part dans des années d'enseignement et de recherche au Tangaza University College. Vous avez depuis connu, je crois, Ilaria Macconi, de la Fondation Jean 23 de Bologne, et le père blanc Innocent Magagna, qui enseigne aussi online ici, que j'avais rencontré dans ce cadre. Une pandémie et un enfant plus tard, nous partons d'Afrique en juin 2021 et passé par Marseille, nous avions ainsi connu Patrice, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui venait d'arriver à la tête de l'ICM, et je remercie Patrice ce soir aussi pour son invitation. Et nous nous rendions donc à Ottawa, au Canada. Nous ne sommes restés qu'un hiver au Canada, qu'un hiver entier, et c'était déjà beaucoup. Nous sommes partis d'Ottawa le 28 décembre 2022 sous une nouvelle tempête de neige, avant d'arriver au Brésil via la Floride, où vous voyez nos regards étaient plus radieux et plus souriants. Nous avons donc fait comme tant de Canadiens qui, durant l'hiver, tels des snowbirds, des oiseaux d'hiver, se jettent sur les plages de Floride pour échapper à l'hiver terrifiant du Canada. Et de la Floride au Brésil, nous croisions la route de tant de Brésiliens qui passent leurs vacances au Disney World d'Orlando. Plus singulièrement, nous croisions aussi dans le ciel l'ancien président brésilien, Jair Bolsonaro, qui venait de perdre les élections et qui rejoignait la ville d'Orlando quand nous-mêmes nous en découvrions vers le Brésil. Parce qu'il était soupçonné de quelques malversations, notamment concernant la réception abusive de quelques diamants saoudiens, l'ex-président brésilien venait ainsi passer quelques temps dans une résidence de Floride, retrouvant ainsi un autre ex-président rattrapé par la justice, américain celui-ci, puisqu'il s'agissait de Donald Trump. Les Amériques que nous aurons parcourues ces 3 dernières années sont ainsi agitées par ces mouvements politiques qui, du nord au sud, tirent le débat politique vers l'extrême droite et contribuent à une polarisation de plus en plus marquée. Au Canada, à Ottawa, nous avions été les témoins, en janvier 2022, de l'occupation de la colline du Parlement par les fameux camions de la liberté, version canadienne de nos gilets jaunes, qui n'auraient cependant jamais occupé un rond-point à moins 26, version glacée aussi de l'occupation du Capitole américain par les supporters de Donald Trump un an plus tôt. Et nous arrivions au Brésil quelques jours avant la tentative de coup d'État par des supporters de Jair Bolsonaro à Brasilia le 8 janvier 2023 au nom de Deus, Patria, Familia. La crise proche-orientale qui a éclaté en octobre dernier est venue alimenter un peu plus ces tensions politiques déjà bien vives. Vous aurez sans doute entendu parler du discours de Lula prononcé à Addis Abeba au siège de l'Union africaine en février dernier. Discours dans lequel le président brésilien comparait l'opération militaire israélienne en cours dans la bande de Gaza à la Shoah, au génocide juif commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Ancien syndicaliste, grand défenseur des affamés dans notre monde contemporain, lui-même catholique, proche du pape François, comme du président catholique Joe Biden, Lula est connu pour ses positions généreuses et qui pourrait rejoindre des positions d'une certaine gauche européenne. Mais son discours de février cherchait aussi à positionner le Brésil à la tête du fameux Sud global, the Global South, en termes diplomatiques en tout cas. Car le Brésil n'accueille finalement que peu, voire pas de réfugiés du Moyen-Orient. La présence de l'islam y est quasi nulle. En revanche, on peut encore espérer que la présidence brésilienne du G20 soit l'occasion d'une certaine audace, sachant que le tout-puissant ministre de l'économie Fernando Haddad est lui-même d'origine libanaise. En face, le camp bolsonariste
a pour avantage d'être lui très clair dans son soutien à l'État d'Israël. Le bolsonarisme se compose d'un courant sioniste chrétien particulièrement fort et qui est pour le coup littéralement messianique, puisque la plupart des églises chrétiennes qui le composent espèrent le retour prochain du Christ, qui serait lié selon elles à la victoire prochaine d'Israël. Lors de sa démonstration de force sur l'avenue Paulista à San Paolo, la Canebière locale, c'est un peu plus grand, mais c'est à peu près pareil, en mars dernier par exemple, plusieurs drapeaux israéliens flottaient ainsi sur la foule jaune et verte, les couleurs du drapeau brésilien brandi par les bolsonaristes au-delà du football. De même, au lendemain du discours de Lula à Addis Abeba, plusieurs députés issus de l'opposition bolsonariste, y compris des catholiques, demandèrent son impeachment. Et si l'ambassadeur du Brésil fut rapidement convoqué à Jérusalem pour des explications, le gouverneur bolsonariste de l'État de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que d'aucuns présentent comme l'héritier politique de Bolsonaro, y fut reçu avec les honneurs. Comme on peut le voir, à partir de cette situation brésilienne, il y a donc bien une implication chrétienne ici. Mais cette implication est aussi large qu'elle peut être plurielle et ambiguë, à l'image d'un spectre politique et humain qui va de Lula à Bolsonaro. Les appartenances variées à différentes églises remettent-elles pour autant en cause l'identité chrétienne des uns par rapport aux autres? Les uns comme les autres utilisent le nom de Dieu. En perte de vitesse dans les sondages, malgré les généreuses accolades de son homologue français le mois dernier, qui doit d'ailleurs lui aussi être à la peine, je pense, Lula emploie aussi abondamment un lexique religieux pour s'attirer les faveurs d'un public évangélique quelque peu réticent à son égard. Face à cette instrumentalisation du religieux par le politique, une seule réflexion en termes d'œcuménisme, en tout cas tel que l'œcuménisme s'est développé au XXe siècle, ne suffit plus, car elle buterait très rapidement, selon moi, sur la transversalité des discours et le croisement des appartenances confessionnelles. Faut-il parler en termes de catholicité? Le cardinal de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Alvim, le ferait bien mieux que moi, donc je ne m'y hasarderai pas. Mais la question se pose, comment aborder la question du Moyen-Orient aujourd'hui sans tomber dans la haine d'un frère ou d'une sœur chrétienne, ni dans la haine d'un frère ou d'une sœur musulmane ou juive, ni dans un discours partisan qui est loin d'être toujours favorable au dialogue. Si j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres entre hier et aujourd'hui, ce n'est donc pas sans une certaine dose d'appréhension, vu l'aspect bien politique du sujet. Mais en étant sûr d'une chose, le dialogue est toujours possible, et les chrétiens peuvent en être l'un des acteurs. Et il me semble que le prétexte qui nous réunit ce soir en est un bel exemple. D'abord, en soutenant des efforts d'une réflexion collective. Ensuite, en prenant le recul nécessaire. Et enfin, en identifiant quelques lignes d'orientation. Ce sont ces trois points, ces trois axes que j'aimerais développer avec vous ce soir. Au-delà de l'immense plaisir que j'ai à vous retrouver chacune et chacun ce soir dans cette belle maison du Mistral, j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres pour vous présenter cet ouvrage, donc La paix au Moyen-Orient, quelles implications des chrétiens. Or cet ouvrage est à la fois le fruit d'un travail collectif, le reflet d'un moment historique particulier et l'opportunité d'une recherche. Comme vous pourrez le voir en allant simplement au sommaire, puisque vous avez tous acheté le livre déjà, l'ouvrage est constitué de trois parties. Le dialogue interreligieux, le rôle des chrétiens, notamment les chrétiens d'Orient, et la nécessité d'une parole commune. On retrouve ainsi articulées les principales contributions qui ont été données dans le cadre de l'Université d'hiver de chrétiens de la Méditerranée, organisée à Lyon en mars 2023, et à laquelle je vais personnellement participer online. Dans l'ouvrage, l'ordre suivi est cependant plus libre par rapport au programme de l'université elle-même, raison pour laquelle nous avons aussi pensé utile de publier le programme de l'université en annexe. Fidèle à l'esprit de cette rencontre lyonnaise, cependant,
L'ouvrage mêle aussi la parole de chercheurs, comme celle de Christian Lochon, qui signe un magnifique panorama historique sur les chrétiens d'Orient et leurs liens avec les musulmans, à la parole d'acteurs, de représentants associatifs et religieux, comme le dominicain Gabriel Nissim, qui signe des conclusions aussi brillantes qu'inspirantes. De même, retrouve-t-on dans cet ouvrage la parole de chrétiens de l'autre rive, comme André Daher, qui à partir du Liban propose un article dense et documenté sur l'éducation. Et la voix d'un musulman de la région parisienne, comme Abdelkader Alandoussier Oukrid, qui nous fait remonter dans son article aux sources spirituelles de l'islam et du christianisme. Bref, c'est un ouvrage qui donne la parole à des personnes renseignées et qui m'ont fait l'honneur d'être propulsé directeur de publication. S'il n'est donc pas question pour moi de me dédouaner de mon rôle de directeur de publication ce soir, cet ouvrage reste bien, néanmoins, au-delà de ma petite personne, un ouvrage collectif. Dans son contenu, bien sûr, puisqu'il s'agit d'actes universitaires, et qu'il laisse donc place à la multiplicité des voix et des exposés. Mais aussi dans son acte de publication même, puisque c'est une petite équipe qui a mené à bien ce projet autour du noyau triangulaire que nous avons formé avec Marilyn Pacouré, présidente du réseau chrétien de la Méditerranée, et Françoise Ladouès, la trésorière qui est absente ce soir mais qui réside à Bordeaux. D'autres personnes à Paris et à Lyon, Marguerite Duhard, Jean-Bernard Joly et Bérangère Saveliev en particulier, ont beaucoup aidé. C'est cette petite équipe qui, à la fin du printemps dernier, a pris en charge ce projet éditorial, à savoir le contact et la relance des auteurs, l'agencement et la relecture de l'ensemble, avant la publication elle-même et la mise en œuvre de sa promotion. Or, les défis étaient nombreux, le groupe étant éclaté entre Paris, Lyon, Bordeaux et Belo Horizonte, au précis. Outre quelques questions de décalage horaire, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons avancé sans que je n'ai jamais rencontré physiquement les autres membres de ce petit groupe. Expérience virtuelle, donc, mais bien stimulante. Car cette dimension collective ne s'arrête pas à un aspect organisationnel ni technique. Elle a aussi largement soutenu l'orientation même de cette publication. Par les échanges que nous avons eus, les choix que nous avons dû faire, cet espace collectif a orienté la construction de l'ouvrage pas à pas. Mais à côté du travail minutieux, il y a aussi eu l'élan et le rythme qui a été pour le coup bien saccadé, car marqué par un contexte bien pesant. L'élan initial donné par l'université elle-même s'est confronté d'abord aux pesanteurs de l'été, peu favorables à l'obtention de textes. Puis notre travail a redémarré grâce à une rentrée marquée sous le signe de la visite du pape à Marseille. Je pense que vous l'avez vu passer. Avant de subir le choc du 7 octobre et aux semaines sanglantes qui ont suivi sur notre rive. À bien des égards, nous avons vécu ce que l'ISTR a annoncé dans un communiqué publié le 1er décembre dernier, et je cite « Quelles que soient nos sensibilités, nous faisons le constat que la situation ébranle toutes nos relations et vient diviser les groupes d'amis, la famille, les collègues, la société. À l'aune de ces déflagrations, nous reconnaissons que ce conflit est grave, qu'il n'est pas que politique, mais qu'il touche les fondements mêmes de nos civilisations. De même, au sein de notre petit comité éditorial, nous n'étions pas toutes et tous égaux face à cet événement. Nos engagements, notre connaissance du terrain, nos liens d'amitié n'étaient pas les mêmes en face du Proche-Orient. Et de fait, après le choc du 7 octobre et la prise des otages par le Hamas, la tragédie palestinienne a été vécue par chacune et chacun d'entre nous avec plus ou moins d'intensité. En conséquence, le projet éditorial a pu agir autant comme un stimulant que comme un paralysant. Il a fallu ainsi aider certains de nos auteurs à écrire face à l'émotion qui les submergeait. Marilyn Pacouré se souviendra ici du véritable travail d'accompagnement qu'elle a dû faire auprès de Sandrine Mansour, elle-même d'origine palestinienne, et dont nous proposons ici la retranscription d'un exposé nécessaire pour prendre en compte les aspects géopolitiques de ce conflit. Notre contributeur musulman, Abdelkader Alandoussi Oukrid, a lui aussi été très remué par les événements, suivant de près une presse et des médias arabophones qui apportaient des éléments d'information peu relayés en Occident. Nous avons également bénéficié des informations traitées par Marguerite Duhard, qui, parce qu'elle avait vécu plusieurs années en Palestine, savait où chercher l'information, une information souvent plus anglophone que francophone. Il y aurait en fait un gros travail à faire sur l'information et les médias,
Et nous retrouverions en réalité ici le charisme originel du réseau chrétien de la Méditerranée, créé et porté au début des années 2000 par Jean-Claude Petit, ancien journaliste du journal La Vie, et qui prenait toujours soin d'interroger la dimension médiatique de l'actualité méditerranéenne. Car elle pose une question fondamentale pour nos démocraties, celle de la confiance. Encore une fois, les images sont au centre de tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, jusque dans les scandales qui peuvent éclater une institution comme le New York Times. Bref, l'actualité pouvait nous submerger et pouvait submerger notre travail d'édition. Nous ne pouvions cependant pas refaire dans cet ouvrage une université d'hiver dont le sujet n'était pas le seul conflit israélo-palestinien, mais le Moyen-Orient plus largement. Aussi, avons-nous fait le choix de publier le texte envoyé depuis octobre par Sabine France, partenaire historique du réseau chrétien de la Méditerranée et que Monique Boulanger connaît bien, et qui est représenté, entre autres, dans cet ouvrage par Ernest Reichert, un protestant qui a toute sa place dans le réseau chrétien de la Méditerranée, qui est un réseau œcuménique. Ce petit livre porte donc les traces de ces ondes proche-orientales. Et rien que pour ça, il vaut être la peine d'être lu. Mais il vaut aussi la peine d'être acheté. Car si la lecture nourrira vos réflexions, elle soutiendra aussi vos engagements. C'est bien le défi aujourd'hui. Face à tant de violence, à tant de haine, face aux impasses de la paix que constitue depuis trop longtemps le Moyen-Orient et en son cœur le Proche-Orient, comment tenir le cap du dialogue auquel nous oblige la foi chrétienne? Quelles paroles tenir? Cet ouvrage ne donne pas des réponses tranchées, ni ne couvre la totalité d'une problématique immense et qui dépasse les seules forces du réseau chrétien de la Méditerranée. D'ailleurs, je vous le rappelle, cet ouvrage reprend des textes qui ont été pour la plupart écrits avant le 7 octobre 2023. Celles et ceux qui, comme moi, ont contribué à l'ouvrage, pensons cependant que ce petit ouvrage amène à creuser des questionnements qui nous travaillent, chacune et chacun, là où nous sommes, face aux impasses moyen-orientales. Contribuera aussi, j'en suis sûr, à favoriser les partenariats qui constituent la raison d'être du réseau chrétien de la Méditerranée, c'est à savoir des parrainages avec d'autres institutions, que ce soit avec l'Université catholique de Lyon, sans laquelle la rencontre de mars 23 n'aurait pas pu avoir lieu, et qui est représentée dans ce livre par le brillant article de Michel Younes, aujourd'hui doyen de la faculté de théologie, mais bien connu dans ses murs, l'œuvre d'Orient et son directeur, Monseigneur Pascal Gomnich, dont nous avons retranscrit ici le texte de sa conférence, et repris plusieurs illustrations dans la couverture de l'ouvrage, ou bien encore notre Institut catholique de la Méditerranée, qui depuis Marseille a soutenu cette publication à travers l'association Chemin Dialogue. Merci à Patrice Chocholski d'avoir accueilli positivement ce projet, et à Olivier Passlac, l'orfèvre de Chemin Dialogue, dont l'efficacité a beaucoup joué dans la réussite de ce projet éditorial. Nous pouvons aussi espérer que l'ouvrage ait posé des jalons pour organiser une prochaine rencontre, voire une prochaine université, en partenariat avec l'ICM, dont les recherches ne pourront qu'aider le réseau à baliser ses propres travaux. Car cet ouvrage constitue, j'en suis sûr, l'opportunité d'une recherche commune. Cette entraide entre le réseau et l'ICM ne serait pas nouvelle, bien au contraire, puisque l'ICM est l'un des parrains originels du réseau chrétien de la Méditerranée. D'ailleurs, Alexandra Boulet s'en souviendra mieux que quiconque dans cette salle, c'est l'ICM, sur proposition d'un certain Jean-Marc Alvin, alors simplement vicaire général, qui avait proposé à la naissance du réseau chrétien de la Méditerranée que des rencontres se tiennent à l'abbaye de Sénanque, dans le Vaucluse. Si je ne me trompe pas, la première avait d'ailleurs eu lieu en décembre 2007 sur le conflit israélo-palestinien, justement. Les rencontres de Sénanque qui ont suivi jusqu'en 2011 ont toutes été construites en partenariat entre l'ICM et le réseau chrétien de la Méditerranée. Je me souviens ainsi de magnifiques échanges en présence de Jean-Marie Glé, qui nous a quittés il y a quelque temps. Et pour ouvrir ces rencontres, une première université d'hiver avait ensuite été organisée en décembre 2012 au Roucas Blanc sur l'Europe et l'islam, en présence notamment de Colette Alza, de Christophe Roucou et d'autres, certains Étienne Renaud. Et en 2016, Louis Boulanger avait copiloté une université sur l'Algérie. Sans anticiper sur ce qui pourrait être échangé du coup lors d'une prochaine université organisée en partenariat entre le réseau et l'Institut, je me permets donc de rappeler ici que l'ICM a tenté à sa manière de poser le débat dans son communiqué de décembre dernier. Et je cite ici les points 2 et 3.
Au nom de sa place dans l'histoire et dans la révélation judéo-chrétienne, nous soutenons l'existence du peuple juif et son droit légitime à vivre en paix et en sécurité où qu'il soit. Avec et au nom même de l'existence du peuple juif et de sa vocation, nous soutenons le peuple palestinien qui, comme tout peuple, doit pouvoir exister et vivre de façon souveraine. Les recherches menées par l'ICM sur le dialogue judéo-chrétien et les liens anciens avec l'université de Bethléem, par exemple, on se souvient peut-être encore de la conférence faite par Jamal Kader lors d'une rencontre académique en présence de Nora Karmi, mais aussi avec l'université hébraïque de Jérusalem, ne pourrait que profiter à une prochaine rencontre. D'un autre côté, l'ICM a tout intérêt à bénéficier des liens humains que cultive le réseau chrétien de la Méditerranée. Rappelez-vous de la venue de Manuel Moussalam, le curé de Gaza, qui, accompagné par Jean-Claude Petit, avait arpenté les rues de Marseille en juin 2010 avant de donner une formidable conférence ici même sur le dialogue avec les juifs et les musulmans. De même, le réseau travaille, et l'ouvrage en témoigne, avec des acteurs et des universitaires qui peuvent contribuer aux travaux de l'Institut. Je pense en particulier à André Daher et à Sandrine Mansour, qui, à Nantes, continuent à travailler la question palestinienne, et selon laquelle le cœur du problème au Moyen-Orient reste bien la question palestinienne, qui rassemble toutes les inégalités et les injustices du monde arabe. À l'image du présent ouvrage, cependant, il y a certains points qui méritent attention. Osons parler de ligne de crête. Un premier risque, et Sandrine Mansour le démontre elle-même suffisamment bien dans sa contribution, correspondrait à se focaliser uniquement sur ce cœur proche-oriental qui, s'il est prédominant, ne fait pas tout le corps du problème. Le risque serait ici de sous-estimer d'autres sources de vibrations, internes et externes au Moyen-Orient, tout aussi structurantes. Un deuxième risque est de sacrifier la raison sur l'autel de l'émotion. Et ce fut une veille constante que nous avons menée, bon gré mal gré, dans notre travail et que nous espérons avoir réussi dans cet ouvrage. Un troisième risque est de se faire passer pour ce que l'on n'est peut-être pas. Je ne suis pour ma part ni un spécialiste de géopolitique, ni un théologien, ni un islamologue. Bref, il s'agit de reconnaître ses propres limites qui imposent une certaine humilité face à un sujet à la base de tant de secousses émotionnelles et si complexe. À l'image de cet ouvrage, en fait, qui, vous pourrez le voir, hésite sur les mots et cherche des définitions. Comment définir Moyen-Orient? Qu'est-ce que la paix? Cet tâtonnement oblige en fait à des emprunts, à des croisements, bref, à une œuvre collective, à une intelligence collective et un dialogue des savoirs. Au croisement de la géopolitique, de l'histoire et de la théologie, le présent ouvrage suit cette approche pluridisciplinaire, abordant d'ailleurs le sujet sous la forme d'une question. Quelles implications des chrétiens? Or, cette approche appelle à une attitude de prise de recul. Recul qui n'est pas reculade, ni des intérêts, ni des niveaulements. Mais recul qui permet, je crois, une meilleure vision d'ensemble et surtout de souligner les points de complexité. Si je parle de recul, c'est aussi parce que j'ai dû travailler la question au Brésil pour répondre à plusieurs demandes d'intervention sur le sujet, notamment d'une école de commerce de Belo Horizonte, où j'ai ainsi donné ma première conférence en portugais devant une bonne trentaine d'étudiants. La prise de recul était immédiate, sous la forme d'une question de base. Mas, professor, por que o senhor fala de Oriente Próximo et non de Oriente Médio? Et cette question était la même chez Nicoletta. Pourquoi nous, Français, parlons-nous parfois de Proche-Orient et pas de Moyen-Orient? Ces deux expressions ne sont donc pas neutres et véhiculent des représentations qui peuvent être tant nationales que géopolitiques ou religieuses. Parler de Moyen-Orient implique ainsi toute une série de représentations, et j'en retiendrai trois, il y en aurait peut-être d'autres. Terre de conflit, terre sainte, terre d'islam. On va commencer par la première. L'expression de Moyen-Orient est généralement associée à l'idée de conflit. Il y a quelques années, les programmes de géographie l'intégraient même à un arc de conflit qui courait de l'Afrique occidentale à l'Asie du Sud-Est. Dominique, c'est peut-être encore le cas, je ne sais pas. Et sur le plan de l'histoire, des premiers agriculteurs à la recherche de puits d'eau
et aux armées actuelles en quête de champs de pétrole, le Moyen-Orient apparaît bien, selon Pascal Gollnisch dans cet ouvrage, comme une terre que tout le monde se dispute depuis le commencement. L'idée est reprise en conclusion par Gabriel Nissim quand il écrit que depuis toujours, cette terre du Moyen-Orient a été le théâtre de guerre à la fois entre empires comme entre roitelets locaux. Sans remonter jusqu'à la nuit des temps, j'ai pris pour ma part l'habitude de remonter à cette nuit coloniale qui s'est abattue sur cette région du monde à la fin de l'âge des Lumières. Les Lumières de l'Occident plongées dans l'Orient comme dans une terre d'obscurité, d'enchantement, de fables, celle des contes, celle des contes des mille et une nuits, qui sont traduits et diffusés en Europe par le français Antoine Galland au tout début du XVIIIe siècle. Univers fantasmé par les Européens, l'Orient va en fait de l'Andalousie au Japon. Bref, un vaste univers qui abrite toute une série de cultures et de populations qualifiées de différentes, voire d'étranges. De cet exotisme a d'ailleurs émergé progressivement une conception plutôt dénigrante, jusqu'à cultiver au siècle suivant un certain racisme des plus pervers. Comme l'a montré Édouard Saïd, l'orientalisme européen est un phénomène ambigu dans lequel se mêlent des sentiments de fascination et des ambitions de supériorité et de domination. L'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte, en marge de la Révolution française, marque une étape importante dans cette dialectique. D'un côté, elle approfondit la fascination et une certaine mode pour l'Orient, en encourageant un nouveau mouvement culturel, l'orientalisme que l'on connaît bien à Marseille. D'un autre côté, elle pose les jalons de la colonisation de l'Orient, et plus spécifiquement du démembrement de l'Empire ottoman par les Européens au XIXe siècle. Ce mouvement s'accélère quand les Britanniques, vainqueurs de Bonaparte à Aboukir puis à Trafalgar, comprennent que la Méditerranée et l'Égypte constituent des segments majeurs de la route qui relie Londres à Bombay. L'artère n'en devient que plus importante quand, en 1869, est achevé le percement du canal de Suez qui permet de relier Londres à Bombay sans passer par le cap de l'Afrique du Sud. Le poids des empires est donc immense dans la structuration historique du Moyen-Orient actuel. Lors de l'université d'hiver de 2014 qui s'était tenue à Annecy, Thierry Garcin avait déjà fait remarquer que l'appellation même de Moyen-Orient est une dénomination anglo-saxonne, britannique en l'occurrence. Comme le savent les spécialistes de la région, à l'instar de Vincent Lemire et Mathieu Ray, l'expression Moyen-Orient relève en elle-même du vocabulaire géopolitique, puisqu'elle a été précisément forgée entre 1900 et 1902 dans les cabinets de la diplomatie britannique pour cerner une région stratégique située entre l'Extrême-Orient, le Proche-Orient et l'Europe, dans le cadre d'une analyse globale des routes et des carrefours stratégiques à défendre pour garantir l'intégrité et la pérennité de l'Empire britannique. Le terme Moyen-Orient, Middle East, désigne donc formellement cette région considérée depuis l'Europe et non pas en elle-même et pour elle-même, mais dans la perspective des relations internationales et des jeux de puissance. L'expression Moyen-Orient reflète donc surtout l'évolution historique des intérêts de la puissance britannique, dont la politique se décide à Londres, mais dont l'attention est toute portée sur les Indes, qui constituent jusqu'en 1947 le joyau de l'Empire britannique. Puis sur l'Iran, qui constitue la pièce capitale de ce grand jeu entre l'Empire britannique dans les Indes et l'Empire russe au nord. L'apparition du pétrole provoque la création d'un nouveau pôle d'attraction et d'influence autour du golfe Persique. L'expression Middle East, qui inclut donc l'Arabie et la Perse, s'impose alors définitivement au détriment de celle de Near East, Próximo en portugais, de Proche-Orient en français. Et ce basculement, qui pousse les Britanniques à se désintéresser d'un Proche-Orient désormais plus associé à une valeur culturelle, voire archéologique, plutôt qu'économique et géopolitique, est renforcé par la pression des Français qui, après la Première Guerre mondiale, s'installent en Syrie et au Liban, et pour lesquels l'expression Proche-Orient renvoie à cette région qui, de l'Égypte au sud et aux confins
de la Turquie au nord, est perçu comme traditionnellement francophile, voire francophone, depuis au moins l'expédition napoléonienne, sinon l'époque de François Ier, voire des croisades. Les expressions Moyen-Orient et Proche-Orient constituent donc les stigmates lexicaux encore perceptibles des divergentes ambitions franco-britanniques au tournant du XIXe siècle. Comme le résume très bien l'historien Florian Louis, délimiter un territoire, c'est en effet se l'approprier intellectuellement et symboliquement, et parfois préluder à son appropriation concrète. La carte actuelle du Moyen-Orient reflète ainsi le partage d'une terre par des forces coloniales européennes avant et après la Première Guerre mondiale. Or, dans ce jeu d'influence et d'ambition géopolitique, la dimension religieuse n'est pas nulle. Concept géopolitique, le Moyen-Orient peut aussi apparaître comme un objet religieux. Parsemé de sanctuaires et de lieux dits saints, berceau des religions dites abrahamiques, le Moyen-Orient peut prendre l'aspect d'une terre promise et à ce titre attise donc les disputes et convoitises religieuses. De nombreux lieux mériteraient d'être mentionnés ici, des montagnes comme le mont Sinaï, le mont Ararat ou le mont Tabor, des villes saintes comme sur cette carte, des villes saintes comme la Mecque, qui peut l'être pour tous les musulmans du monde entier, ou des villes saintes comme Nadjaf, qui l'est pour les chiites, et bien sûr Jérusalem, ville qui a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente université d'hiver en 2018 et dont je vous recommande la lecture des actes. Dans l'histoire de l'Occident, en fait, le Moyen-Orient est devenu une terre de mission religieuse. Je pense par exemple ici aux dominicains de Florence, Ricoldo da Monte di Croce, qui avait fait l'objet de la thèse de notre regretté Jean-Marie Mérigou. Mais aussi à tout ce mouvement qui, à partir du XVe siècle surtout, a eu pour objectif de ramener dans le giron de Rome ces chrétiens qui autrefois étaient dans l'Empire romain d'Orient. Les relations de l'Europe avec l'Empire ottoman, celles de François Ier avec Soliman le Magnifique par exemple, s'inscrivent aussi dans ce mouvement, non sans paradoxe, puisque cette alliance est aussi recherchée par le très chrétien roi de France contre l'empereur tout aussi catholique, Charles Quint. Les questions d'Orient sont souvent en fait des affaires européennes et souvent chrétiennes, aujourd'hui comme au XVIe siècle. Restons un instant cependant sur le XVIe siècle, car c'est la même époque qui avait vu venir pour la première fois dans l'histoire un pape à Marseille, depuis l'Italie. Ah certes, cette première rencontre n'a pas valu au pape de l'époque de rencontrer Brigitte Macron. Mais cet épisode a été conté magistralement par notre Jean Giono dans un très beau roman sur la défaite française de Pavie en 1726. Les Français se rappellent volontiers de la bataille de Marignan en 1515, mais la défaite du roi François à Pavie est sans doute plus significative pour les enjeux européens et singulièrement le destin de l'Église. En témoigne un autre roman tout aussi magistral, écrit par le magicien académicien Amin Malouf sur Léon l'Africain. À la fin du roman, lors d'une scène qui se déroule sous les murs de Pavie, Amin Malouf introduit un dialogue sur la paix des plus suggestifs. Représentant le pape Clément XII et le pouvoir temporel de l'Église, un ambassadeur florentin insinue ainsi que, et je cite, « Pour être sûr que la paix ne se fera pas, nous devons en être les médiateurs. » Certes, il s'agit d'un roman, mais je ne pense pas qu'Amin Malouf tombe dans l'hérésie historique ni l'erreur théologique en suggérant qu'entre croisade et commerce, l'Église n'a pas toujours été à son avant-poste prophétique concernant la paix, surtout si l'on réduit la paix au simple sens d'arrêt des conflits. Le XVIe siècle méditerranéen, celui du troisième livre de la Méditerranée de Fernand Braudel, pose en fait les bases de bien des aspects de notre modernité, et notamment du cadre des relations internationales en Europe, mais aussi avec l'Empire ottoman. Pour stimuler son commerce, l'Empire ottoman accorde alors à la France, avant l'Angleterre et d'autres nations européennes, des privilèges commerciaux appelés capitulations, qui permettent à certaines communautés religieuses placées sous la protection de ces puissances européennes de bénéficier de privilèges douaniers.
Ces héritages craquent sous le poids des paradoxes au XIXe siècle, notamment parce que le mouvement colonial européen a su se saisir de cet élan et de ce lexique religieux en l'associant à la soi-disant mission civilisationnelle qui incomberait à l'homme européen, à l'homme blanc. Dans cette poussée européenne qui mêle aussi la Russie et alimente les nationalismes de tous bords, les missions chrétiennes et les minorités religieuses deviennent alors autant de truchements déstabilisateurs. En 1860, Damas est ainsi le théâtre de massacres qui annonce d'autres atrocités. Si les Français appuient les Maronites, les Britanniques soutiennent les Druzes et bientôt les Juifs, qui, pour fuir les pogroms en Europe orientale, commencent à s'installer autour de Jérusalem. On oublie cependant, peut-être à ce sujet, que la plupart des Juifs d'Europe de l'Est sont partis aux Amériques, aux États-Unis principalement, mais aussi en Amérique latine. Et ces flux continueront jusqu'au milieu du XXe siècle. L'auteur de contes pour enfants la plus populaire au Brésil est ainsi une juive ukrainienne, tout un symbole aujourd'hui, appelée Claire Lispector, et dont vous voyez ici l'un de ses jeunes lecteurs, Paolo, qui a 8 ans et demi, lit comme tout petit Brésilien les contes de Claire Lispector, cette auteure juive ukrainienne qui a traversé l'Atlantique pour se réfugier au Brésil. Et Paolo me disait d'ailleurs comment elle faisait des livres avec des images par rapport à son papa. Mais de fait, la configuration religieuse du Moyen-Orient moderne, sa mosaïque religieuse, a pu constituer le terreau favorable pour de multiples conflits, d'hier à aujourd'hui. Comme l'énonce mieux que moi Michel Younes dans notre ouvrage, les crispations identitaires de nature culturelle, religieuse, voire confessionnelle peuvent contribuer aux tensions géopolitiques. Cependant, les canaux communautaires ont aussi été des vecteurs de modernisation. Comme l'explique Christian Lochon dans l'ouvrage, parce que liées à l'Europe, les communautés chrétiennes orientales au XIXe siècle représentent un élément dynamique sur le plan économique et sur le plan culturel. À la fin du XIXe siècle, les chrétiens du monde arabe deviennent ainsi les vecteurs d'un réveil arabe que l'on appelle la Narda, contribuant à ébranler la domination européenne dans l'ensemble du Moyen-Orient, voire à secouer l'islam, qui demeure le visage religieux principal du Moyen-Orient et vers lequel je me tourne maintenant. Au tournant du XIXe et XXe siècle, la Narda, le réveil, favorise donc aussi l'émergence de nouvelles forces musulmanes. Des forces qui peuvent être antagonistes et qui cherchent à établir une certaine hégémonie alors que l'antique symbole du califat est tombé en 1924 face aux armées d'Atatürk en Turquie. Selon les récentes recherches de Stéphane Lacroix, que nous avions pu rencontrer à Gizeh lors du fabuleux voyage organisé conjointement par Chrétiens de la Méditerranée et Chemin de Dialogue en 2012, on voit ainsi émerger d'un côté l'islamisme qui prend par exemple le visage de la Société des Frères Musulmans, le nom est en portugais, excusez-moi, c'est une récupération d'un ancien PowerPoint, Irmãos Muçulmanos, la Société des Frères Musulmans, créée en Égypte en 1928 et dont l'objectif est d'islamiser les institutions. Et de l'autre, le salafisme, mouvement d'éducation des masses qui, très puissant en Égypte également, rayonne surtout à partir de l'Arabie Saoudite, pays créé en 1932. Or, ce réveil musulman inspire des mouvements de résistance jusqu'au Maghreb, sous domination française, et provoque une prise de conscience de la part des missionnaires chrétiens sur tout le pourtour méditerranéen. Car, en terre d'islam, selon l'expression missionnaire de l'époque, les conversions de musulmans au christianisme sont quasi nulles après un siècle de colonisation. À contre-courant des accents triomphalistes et coloniaux, plusieurs figures travaillent à faire émerger un nouveau paradigme relationnel fondé sur le témoignage de foi. Inspiré par le modèle de Charles de Foucault, dont on parle beaucoup ici à Marseille et donc sur lequel je ne m'étalerai pas, l'orientaliste et catholique français Louis Massignon et le père blanc Henri Marchal encouragent, voire parrainent, une nouvelle génération de missionnaires à se lancer à la rencontre de l'autre musulman. De nouvelles institutions missionnaires
catholiques apparaissent dans cette optique l'Institut des belles lettres arabes à Tunis, ancêtre de l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie, le fameux PISAI à Rome, et au Caire, l'Institut dominicain d'études orientales, l'IDEO, qui demeure jusqu'à aujourd'hui un pôle d'excellence des études chrétiennes d'islamologie et que nous connaissons bien dans les réseaux de l'Institut comme du réseau chrétien de Méditerranée. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en Égypte et au Liban, des chrétiens de culture arabe comme Georges Anawati, Michel Asmar et Monseigneur Georges Cobre s'investissent ainsi dans le dialogue avec l'islam. Et nous avons ici tout un rayon de livres sur ces différents personnages. Mais au-delà des recherches académiques, ce sont surtout les drames de l'ère de la décolonisation qui soutiennent le développement du dialogue islamo-chrétien, à l'image de la Nakba, la grande catastrophe des Palestiniens en mai 1948, qui met sur les routes de l'exil des centaines de milliers de Palestiniens, musulmans et chrétiens, qui vont créer de nouvelles solidarités dans les camps de réfugiés en Transjordanie et au Liban. Car au Moyen-Orient, la décolonisation, qui correspond principalement au retrait de la domination britannique, est marquée par la violence et la division. Comme dans les Indes, où les Britanniques échouent à concilier musulmans et hindous, les Britanniques échouent à créer les conditions d'une entente dans leur mandat palestinien, où le terme terrorisme est alors appliqué aux sionistes, qui commettent par exemple le terrible attentat de l'hôtel King David le 1er juillet 1946. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le leader sioniste Ben Gourion a d'ailleurs bien compris l'évolution des rapports de force planétaires et va chercher le soutien de Washington, tandis que les Britanniques continuent d'appuyer les élites arabes. Le président américain de l'époque, Harry Truman, fait finalement voter le plan de partage de la Palestine à l'ONU en novembre 1947. Les soviétiques appuient eux aussi le partage, moins par empathie pour la cause sioniste que pour affaiblir un peu plus l'Empire britannique, leur vieil adversaire au Moyen-Orient, si vous vous en souvenez bien, notamment autour de l'Iran. Encore une fois, les empires pèsent sur le Moyen-Orient, à tel point que la renaissance d'une unité arabe paraît impossible. Le panarabisme, qui vise alors à transcender les frontières nationales pour unir les Arabes de l'Atlantique au Golfe Persique, ne trouve en fait son unité que dans l'opposition au nouvel État d'Israël, créé un 14 mai aussi, mais en 1948. On peut observer alors un grand renversement entre Occident et Orient. En Occident, en Europe en particulier, les chrétiens redécouvrent alors leurs racines juives, et l'Occident tend dès lors à se définir comme une civilisation judéo-chrétienne. En Orient, en revanche, la judéité devient le front repoussant d'un nationalisme arabe en quête de bouc émissaire et de base politique contre, d'une part, les anciennes élites arabes et d'autre part, l'islamisme politique. Dans cette dynamique, le monde arabe se vide en une décennie à peine de ses ancestrales communautés juives. Dès lors, le sort de ces centaines de milliers de réfugiés juifs qui viennent du Yémen comme de Libye est mis en parallèle par l'État israélien avec le sort des réfugiés palestiniens. La loi du retour, qui permet à n'importe quel juif de devenir citoyen israélien, justifie ainsi l'opposition au droit du retour réclamé par les réfugiés palestiniens. Comme il y avait eu une sorte d'échange de population entre la Turquie et la Grèce au lendemain de la Première Guerre mondiale, une homogénéisation culturelle et religieuse se met en marche à grande échelle dans les années 50. Seuls les chrétiens représenteront désormais une forme d'altérité bien précaire dans l'océan musulman, comme en Israël, où l'émergence d'une république de foi et de sang ne peut que fragiliser le discours démocratique, comme tendent à le montrer aujourd'hui les nouveaux historiens israéliens. La question israélo-palestinienne constitue donc clairement l'entrée du Moyen-Orient dans une nouvelle ère. S'installent d'abord un peu partout des nationalismes armés, en Israël comme en Turquie, comme dans les différents pays arabes. L'Égypte de Nasser, vainqueur politique plus que militaire de la crise de Suez en 1956, en est l'un des modèles.
Mais ces nationalismes arabes en particulier vont échouer à rediriger leurs ressources budgétaires vers les besoins internes aux sociétés moyen-orientales, au profit souvent de parades extérieures et d'une démographie incontrôlée. L'époque est ainsi celle du conflit des nouveaux empires, le soviétique et l'américain, qui, dans le cadre de la guerre froide, va s'appuyer au Moyen-Orient sur les éléments non arabes, Israël, la Turquie kémaliste et l'Iran du Shah, principalement. Pour les Américains, qui sont bien loin en comparaison d'un empire soviétique qui peut parler, lui, de zone de proximité, le Moyen-Orient se confronte donc avec la Western Asia, l'Asie occidentale, qui tend à être associée dans les organisations américaines et les instances internationales à l'Afrique du Nord, North Africa, à travers le sigle MENA, Middle East and North Africa, et plus récemment l'expression Great Middle East, lancée lors de l'invasion de l'Irak en 2003, les Américains retrouvent ainsi l'ancien regard européen vers un Orient qui va de l'Atlantique à l'Indus, non sans tomber à leur tour dans une forme d'orientalisme souvent maladroit et dénigrant. Car de la Pax Britannica à la Pax Americana, vous en conviendrez, la paix paraît bien dans l'impasse au Moyen-Orient. Et face aux impasses de la paix au Moyen-Orient, quelles orientations pouvons-nous proposer ? Il y a évidemment une certaine ironie à vouloir s'orienter face à l'Orient, qui n'est en fait qu'un horizon géographique où le soleil se lève et qui ne peut donc être que toujours repoussé par ses observateurs différents. Mais c'est justement en jouant sur des perspectives différentes et des points de vue peut-être complémentaires que l'on pourra proposer des pistes de réflexion. Et en m'écartant un peu, si vous le permettez, de notre ouvrage, j'en soulignerai trois pour ma part. Les inspirations méditerranéennes, les figures de la mémoire et l'utopie nécessaire. Inspiration méditerranéenne. C'était le titre de cours qu'il m'a été proposé de donner dans le cadre de la faculté de lettres de l'Université fédérale de Minas Gerais, en mettant à profit mes origines méditerranéennes comme mes recherches sur le dialogue des religions. Le cours s'est donc intitulé Religion et literatura, inspirações mediterrâneas na literatura ocidental moderna et contemporanea. Alors, ne vous imaginez pas la tournée triomphale de Jean-Paul Sartre au Brésil en 1960 quand j'ai donné mon propre cours la semaine dernière. Mais Sartre, lui, parlait en français dans un Brésil encore largement francophone et francophile. Beaucoup plus modestement, et non sans difficulté, il m'a fallu trouver les mots en portugais pour intéresser quelques étudiants brésiliens à la littérature française et francophone pendant une bonne vingtaine d'heures. Et ça, Monsieur Sartre, tout aussi brillant soit-il, il ne l'avait pas fait. L'idée des responsables de la faculté de lettres de Belo Horizonte était donc de croiser les travaux de recherche sur le dialogue islamo-chrétien avec une approche littéraire. Ce n'était pas la première fois en fait. Sous la direction de Jean-Robert Henry, dans le cadre de mon doctorat, Jean-Robert qui est l'auteur de plusieurs articles sur l'humanisme méditerranéen, j'avais déjà consacré une partie de ma thèse à cette dimension littéraire, travaillant en particulier sur les Cahiers du Sud, Jean Giono et bien sûr Albert Camus, ma chère Christiane, Albert Camus. Or, il se trouve, ma chère Christiane, que Camus est allé en voyage au Brésil en juillet 1949. Enchanté par Rio de Janeiro, cette spectaculaire création de la nature, Camus a été ensuite envoûté par la ville de São Paulo, qui lui rappelle son aura nord-africaine, soit une ville qui, au contraire de Paris, ne rappelle ni le pouvoir ni l'histoire. Cette vision de São Paulo est d'ailleurs proche de celle de Claude Lévi-Strauss, enchanté par la ville sauvage qui inspire à leur temps un désir de rester qu'un désir de s'en échapper, triste tropique. Dans le petit récit La pierre qui pousse, publié dans L'Exil et le Royaume, l'ingénieur d'Araste, qui n'est autre que Camus lui-même, fait face à cette tristesse tropicale que lui offre alors un paganisme de la nature sans histoire et un bonheur aux pieds nus. Et la même sensation
semble avoir habité le poète Blaise Cendrars, qui, au lieu de s'intéresser au patrimoine baroque du Minas Gerais, pourtant fabuleux, se laisse envoûter par une nature débordante et fascinante. Pour Camus, comme le notera plus tard le critique argentin Horacio González, le Brésil sera ce contraste entre les cérémonies des hommes et le harcèlement assourdissant de la nature. Lors de son passage, Camus considère les danses brésiliennes médiocres. Il n'apprécie guère la macumba, comme les réunions candomblé, ces rites afro-brésiliens. Et il raconte avec ironie la procession du Bon Jésus dans la petite ville de Iguape, sur la côte de l'État de São Paulo. Ce qui le touche en revanche, c'est la vie des pauvres gens aux abords des villes, aux marges des cités. Bref, il s'agit, comme toujours chez Camus, de mettre en lumière ce qui reste d'habitude dans l'ombre. N'est-ce pas le rôle de la littérature? Camus l'avait dit, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Paroles qui doivent résonner aujourd'hui. Dans son commentaire de l'œuvre de Camus, Horacio González affirme ainsi que la littérature doit être révélation. Elle surgit d'une force obscure. Si elle ne dit pas ce que l'on sait déjà, mais que de notre propre expérience. Sur l'horizon de la compréhension, la littérature peut recouper ainsi l'œuvre de la discipline historique, dont la compréhension est définie par un certain Paul Ricoeur, mon cher Bertrand, en 1952, dans Histoire et vérité, en termes de volonté de rencontre comme volonté d'explication. De même, la compréhension peut légitimement se poser sur l'axe du dialogue des religions naissant au milieu du XXe siècle. En 1956, le père Jacques Guise, qui travaille dans les milieux immigrés nord-africains de la région parisienne, lance par exemple un petit bulletin à l'usage des chrétiens qui veulent comprendre l'islam et les musulmans. L'effort de connaissance appelé à être déployé dans les numéros et les pages de ce bulletin appelé « Se comprendre », qui paraît jusqu'en 2013, est donc placé dès l'origine sur l'horizon du dialogue et de l'amitié. À contre-courant donc des violences et des heurts qui rythment les conflits de cette période de la décolonisation et en particulier de la guerre d'Algérie. Mais ce petit bulletin, qui fait aujourd'hui l'objet de mes recherches dans le cadre de mon post-doctorat au Brésil, résonne aussi avec l'œuvre longue des Pères Blancs en rapport avec l'islam et rappelle la figure de Charles Lavigerie, qui, contre les autorités coloniales, réclamait déjà au XIXe siècle en Algérie le privilège d'aimer les musulmans comme ses fils. Héritier du siège de la Vigerie dans les années 50, Monseigneur Léon-Étienne Duval semble avoir partagé une même idée de sa charge épiscopale à un moment autrement critique de l'histoire de l'Église, celle de la décolonisation de l'Algérie française, justement. Sous la direction de Jean-Robert Henry, nous venons justement de terminer avec une dizaine d'autres contributeurs l'édition d'un ouvrage sur Monseigneur Duval, alliant documents inédits et souvenirs. Marie-Christine Ray, que nous connaissons bien ici, se souvient ainsi que pour Monseigneur Duval, un évêque catholique se doit à tous, y compris donc aux non-baptisés. Sans négliger l'aide précieuse des Pères Blancs, et notamment de Jacques Lanfry, qui a été son vicaire général, et dont j'ai eu le privilège d'assurer la biographie dans un précédent ouvrage, il serait cependant à parier ici sur l'importance du bagage augustinien de Monseigneur Duval. Un bagage qui fonde son idée du dialogue dans l'égalité devant la vérité. N'est-ce pas là un chemin vers la paix? Une paix fondée sur la reconnaissance de l'autre? La compréhension peut donc apparaître comme un chemin de salut, un chemin salutaire, comme le saisit Primo Levi quand il parle de salvazione del capire. Il y aurait à creuser ici, salvazione del capire. En plus, c'est en italien, c'est joli. Mais avec Primo Levi, c'est surtout la mémoire qui s'impose à notre sujet sous plusieurs figures. Et c'est ce que j'aimerais développer avec vous maintenant. La question de la mémoire est un des thèmes récurrents de notre ouvrage,
Dans son étude sur l'éducation, André Daher expose la nécessité de l'éveil d'une mémoire commune, tandis que Sandrine Mansour en appelle à ne pas tomber dans l'amnésie pour éviter les erreurs passées. La mémoire est en fait au cœur de l'engagement de nombreux chrétiens, sur le terrain et au niveau le plus officiel. Le Concile Vatican II invite par exemple à ne pas oublier le lien fondamental entre chrétiens et juifs. Mais si le Concile convoque la figure d'Abraham, c'est aussi pour ne pas réduire le dialogue interreligieux à un rapprochement avec Israël. Au début des années 60, les évêques de l'Orient arabe poussent ainsi l'Église à dépasser la relation judéo-chrétienne et à s'adresser aussi aux musulmans qui, professant avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique selon Lumen Gentium. Dans le cas des musulmans, cependant, le Concile en appelle au paragraphe 3 de la déclaration Nostra Aetate à l'oubli des dissensions et inimités pour s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger et à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Oui, la réconciliation des mémoires peut aider à établir la paix. Mais il a fallu de réels changements pour cela. Et quel renversement dans les relations interreligieuses, si l'on y pense. Un renversement qui est d'ailleurs très récent, si l'on met en rapport la figure plurimillénaire du patriarche Abraham et les petits 60 ans du Concile Vatican II. C'est à peine le temps d'une carrière missionnaire, celle d'un père blanc comme Étienne Renaud, par exemple. Hein? Ah, voilà. Étienne Renaud qui va attendre, j'espère. C'est pas le premier qui est apparu, mais pour m'aider de les mettre ensemble, justement. Comme dans le texte que j'ai publié ici, je trouve intéressant de mettre en miroir la figure de notre sage et souriant Étienne avec celle du petit Diego, qui vient de fêter ses 5 ans. Comme un enfant à l'échelle de l'histoire des religions, le dialogue n'est qu'un enfant et peut prendre le visage de notre deuxième fils, donc Diego, qui peut donc courir, se fatiguer, se faire mal, et souvent maladroit avec celles et ceux qui l'entourent, parfois violent en réaction à des situations nouvelles, voire bien naïf face aux contes modernes. Un enfant qui cherche encore ses mots, en plus en plusieurs langues dans ce cas-là, je ne vous dis pas, qui s'enrhume, qui éternue, bref, un enfant dans l'apprentissage, moment qui n'a rien d'évident et qu'il est nécessaire d'accompagner pour réussir le grand pari de chaque temps, mais peut-être encore plus du nôtre, à savoir celui de la transmission. Une autre figure de la mémoire est celle des ruines, qui, nombreuses dans notre monde, les moins de l'autre côté de l'Atlantique, et peut d'ailleurs laisser perplexe. Car l'archéologie, comme d'autres disciplines, peut se transformer en programme et en instrument politique, voire en religion nationale, à l'instar de l'archéologie israélienne, qui, après la victoire d'Israël en 1967, à l'issue de la fameuse guerre des 6 jours, s'attache à mettre au jour les traces millénaires du passé juif dans les nouveaux territoires conquis. Je vous renvoie aux travaux de Shlomo Sand sur le sujet, voire à ceux de Edouard Saïd, qui souligne que l'archéologie creuse le sol palestinien avec le même acharnement que les bulldozers israéliens, détruisant les traces matérielles du passé arabe palestinien. Au lendemain de la guerre de 1967, les ruines sont donc aussi politiques et sociales, puisque le projet national arabe ne se remet pas de la défaite et ne résiste pas, ou mal, à la marée montante de l'islamisme politique. Après 1967, les chrétiens d'Orient retournent ainsi généralement dans un état de citoyens de seconde zone, y compris en Israël. D'autres émigrent vers l'Europe, le Canada ou l'Australie, quand ceux qui restent tombent souvent dans une dérive confessionnaliste couvrant une corruption devenue généralisée, comme l'explique Michel Younes dans son article. De la passion pour les ruines anciennes à l'amoncellement des ruines modernes, dont Beyrouth devient le symbole dans les années 80, le Moyen-Orient comme la Méditerranée sont des théâtres et des témoins privilégiés.
des sources de traumatisme en grand nombre. Or, le traumatisme est l'autre grande figure de la mémoire, à l'instar de la Shoah, qui s'impose au Moyen-Orient comme raison majeure de clivage. Mythe à la limite du mensonge pour de nombreux Arabes et de nombreux musulmans, qui le comprennent comme un outil de propagande israélienne, la Shoah est devenue un mythe fondateur pour l'État d'Israël et une quasi-religion civile en Occident, comme l'a bien montré l'Italien Enzo Traverso. Pour les uns, la naissance d'Israël est le symbole d'une résurrection, pour les autres, d'une catastrophe. Voilà un clash violent, selon Enzo Traverso, entre des mémoires qui n'arrivent pas à trouver la voie du dialogue. Et la Shoah joue un rôle majeur dans notre littérature. Dans sa dernière somme intitulée « Les vérités du roman », François Doss, qui suit de près l'héritage de Ricoeur et que j'ai eu l'immense privilège de rencontrer à Belo Horizonte en octobre dernier, explique par exemple que, confronté à l'incompréhension, notamment après la Shoah, l'historien ou le romancier ressent une blessure insupportable, qu'a bien exprimé Primo Levi, à nouveau, dans son ouvrage « Les naufragés et les rescapés », 40 ans après Auschwitz. Or, dans cet ouvrage, Primo Levi emploie l'expression « musulman », qui désigne et décrit, dans le jargon des camps nazis, le prisonnier du camp d'extermination dans sa figure la plus extrême. Elle accentue ainsi, cette expression « musulman », elle accentue ainsi à l'extrême une nuance péjorative du mot arabe, muslim, qui signifie le soumis à la volonté divine, et met donc en avant le prétendu fatalisme islamique en vogue à l'heure de l'orientalisme. Dans le contexte d'Auschwitz, la soumission n'est cependant pas un acte de volonté, mais bien au contraire une preuve que la volonté est brisée. Pour la psychanalyste marseillaise, Elisabeth Godard, cette figure du musulman représente en fait un être chez qui l'humiliation, l'horreur et la peur avaient fini par anéantir toute conscience et toute personnalité jusqu'à l'apathie. Muet et absolument seul, il était passé dans un autre monde, sans mémoire, sans compassion, au-delà de la haine. Muet, sans mémoire, sans émotion, bref, écrasé. L'intérêt de l'analyse proposée par Elisabeth Godard est la mise en perspective de l'emploi du mot musulman chez Primo Levi avec toute une recherche d'ordre psychanalytique, et notamment en rapport avec ses cauchemars infantiles. Comment ne pas penser alors aux visions cauchemardesques que doivent vivre les naufragés de notre temps? Ces enfants qui tentent la traversée désespérée de la Méditerranée, avant ou après s'être retrouvés dans des camps de rétention. Ces enfants qui se retrouvent otages dans des caves ou des souterrains, qu'ils soient à Gaza ou à Marseille, comme le jeune Ilan Halimi, qui a fait face aux gangs des barbares, sans parler des victimes de Mohamed Merah à Toulouse. Ces enfants qui ont dû affronter le siège d'un hôpital, celui de l'hôpital Al-Shifa, par exemple, au cours duquel périrent au moins 1500 personnes, dont la moitié étaient des femmes et des enfants. Selon des témoignages de rescapés, les drones de l'armée israélienne qui survolaient l'hôpital, près de Gaza, n'arrêtaient pas de hurler « Come out, you animals !» Sortez, espèces d'animaux. Tandis qu'à l'intérieur, les soldats israéliens séparaient des groupes de personnes avec des bracelets de couleurs. Difficile pourtant d'y voir beaucoup de couleurs réjouissantes, et encore moins les couleurs arc-en-ciel de la paix. Entre le bleu du ciel et celui de la mer Méditerranée, qui constituent les parois de leur prison, s'impose ainsi le gris, la zone grise, selon les termes de Primo Levi, qui l'identifie comme la non-couleur. Alors attention, il ne s'agit pas ici de mettre sur le même plan la Shoah et les tragédies de notre temps. Mais il s'agit d'identifier cette pente sur laquelle peuvent glisser les droits universels dans une zone de non-droit. Bref, d'identifier les risques de naufrage de nos démocraties dites libérales et qui sait, d'éviter à la mémoire de la Shoah elle-même de sombrer dans un anachronisme qui ne fait que détruire son potentiel critique quand elle est mise au service du parti de l'ordre et non des courants de l'émancipation.
La question qui se pose alors est celle de l'espérance. Et c'est ce dernier fil que j'aimerais suivre pour terminer mon exposé. Mais sous la forme de l'utopie. Moins pour séculariser le terme d'espérance, cependant, que pour m'attacher à plusieurs tentatives, pour m'attacher à plusieurs sens de cette espérance, et surtout pour m'attacher à ce sens d'espérance qui peut être pris dans d'autres lieux, utopos, des lieux qui peuvent être imaginaires, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Sous la direction de Jean-Marc Calvin en 2010-2011, Chemin de dialogue s'était interrogé à partir des auteurs juifs du XXe siècle sur cette mémoire qui conduit à l'espérance. Cette espérance pour mémoire, selon le titre d'un des numéros de la revue Chemin de dialogue. Je crois que c'est d'ailleurs un des axes de travail de l'ISTR actuellement. Or, au Brésil aussi, d'où vient par exemple Michael Levy, la figure de Walter Benjamin continue de rayonner. À Marseille, cet auteur juif allemand avait été le témoin dans l'entre-deux-guerres de la destruction et donc des ruines modernes du centre-bourse. Paria et exilé, à la fin des années 30, il avait suggéré de récolter la multiplicité des mémoires en vue d'écrire aussi une histoire des vaincus et d'offrir aussi un frein aux emballements du progrès destructeur. En allant un peu plus loin que lui, puisque l'on vient de parler ici de la figure du musulman, on pourrait par exemple se demander ou analyser les liens entre les jeux de mémoire et plusieurs épisodes de révolte musulmane. Dans le cas du 7 octobre 2023, ce lien est clair, puisque le Hamas a choisi ce jour comme date anniversaire de la guerre du Kippour, qui avait débuté le 7 octobre 1973. Mais d'autres révoltes pourraient être évoquées ici. Les intifadas, bien sûr, la révolution iranienne, auscultée par Michel Foucault notamment. Et plus loin dans le temps, nous pourrions aller jusqu'à la révolte du prince musulman Geronimo en 1631 contre la présence portugaise à Mombasa, épisode que j'avais pu étudier quand nous étions au Kenya, ou bien encore la révolte des Malais, ces esclaves africains de confession musulmane qui se sont révoltés en 1835 à Salvador de Bahia et dont la mémoire n'a jamais vraiment disparu, si l'on en croit certains des habits blancs, comme vous pouvez le voir sur ce diapo, portés au carnaval de Salvador de Bahia aujourd'hui. Or, même si l'usage de la mémoire est ici métaphorique, il est public, voire politique. Depuis les années 80, on croise par exemple au carnaval de Bahia des pharaons, figures de fierté africaine, mais qui ne sont pas sans interpeller le touriste de passage, quand on sait que le pharaon était maître d'esclaves, et notamment, selon la Bible, d'esclaves juifs. Les Afro-Brésiliens sont-ils alors les fils de Pharaon ou bien les fils d'Israël? La question traverse en fait le monde noir américain depuis plusieurs années maintenant. Derrière les mouvements de cancel culture pourraient se poser ainsi des raisonnements d'ordre biblique. Les Afro-Américains sont-ils encore sur le chemin de l'exil ou sont-ils enracinés en terre promise? Roots and not roots. Root et pas racine, plaide de son côté l'anglo-guyanais Paul Gilleroy. La question peut être élargie à l'ensemble du monde chrétien. Sommes-nous prêts à rester en chemin ou sommes-nous trop accrochés à nos racines? De quelle liberté sommes-nous les témoins? D'une liberté totale, comme dirait Michel Houellebecq à propos d'une liberté d'expression sans limite, mais de fait nauséabonde, ou bien d'une liberté certes totale, mais exigeante, comme le nuancerait la romancière franco-marocaine Leila Slimani. Dans une interview récente donnée à São Paulo, la lauréate du prix Goncourt 2016 affirmait en effet que la littérature peut tout accepter, à l'exception de la médiocrité. Je crois que cette affirmation peut s'appliquer à l'engagement des chrétiens aujourd'hui. Si notre foi chrétienne peut nous pousser à l'engagement, celui-ci ne devra pas être médiocre. La foi, la charité, l'espérance ne se suffisent pas de la médiocrité.
l'Évangile et sa liberté ne se suffisent pas de la médiocrité. La liberté de l'Évangile est exigeante et nous devons en être les témoins. De même, l'égalité n'est pas évidente et pose une exigence de justice. Aux Amériques, l'autre grande question est celle des peuples indigènes qui pose une question fondamentale d'usage juste des mots. 500 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, les États américains n'ont pas toujours su faire place aux populations amérindiennes indigènes. Les dernières années ont vu un travail de revalorisation des cultures indigènes dans plusieurs endroits du continent américain. Au Canada, des politiques de réconciliation ont été entreprises, incluant aussi les églises chrétiennes. En juillet 2022, j'avais eu le privilège d'assister à ce pèlerinage historique quand le pape François s'était rendu en Alberta, dans le nord-ouest du pays, pour manifester la prise de conscience par l'Église catholique de son rôle destructeur dans le processus de conquête des Amériques par les Européens. Car aujourd'hui, le mot « découverte » semble désuet, sinon bien controversé. La doctrine de la découverte vient d'ailleurs d'être répudiée par le Vatican. Au Brésil, les manuels scolaires emploient plutôt le terme invasion portugaise, pour qualifier un développement historique qui a pu être extrêmement violent, sauvage, barbare dans l'Amérique portugaise. Les évolutions historiographiques de ces dernières décennies renversent ainsi complètement les frontières qui séparaient depuis les Grecs les civilisés des barbares. Comme elle doit renverser le rapport de l'évangélisation à l'enracinement. La question indigène répond ainsi à la question afro-brésilienne. Et je vous renvoie ici au texte court et très beau de Querida Amazonia, cette exhortation pontificale sortie à l'issue du synode sur l'Amazonie. Mais si vous préférez la littérature, lisez Le Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin, qui nous avait été offert par André Lotegui quand nous partions du Canada pour le Brésil. Et sur le Moyen-Orient, lisez Les Villes Invisibles de Italo Calvino. Vous y retrouverez non seulement toute l'utopie de ce grand maître italien né à Cuba, mais surtout le fabuleux personnage de Marco Polo, dont nous fêtons cette année le 800e anniversaire. Car c'est sur une discussion imaginaire entre le marchand vénitien et l'empereur mongol qu'est bâti cet ouvrage très suggestif. On retrouve ainsi un Moyen-Orient ordinaire, mis en avant aujourd'hui par les équipes de l'IREMAM, cet institut duquel je fais partie à Aix. Et cette idée d'un bazar commercial entre Europe et Asie, et dans lequel les minorités intermédiaires et les diasporas recomposent territoires et pratiques au même titre, voire plus que les politiques d'État. Plus que le projet trumpiste d'un Moyen-Orient néolibéral aux couleurs d'Abraham, dans lequel la paix est plutôt synonyme de prospérité et de tranquillité de quelques-uns, je pense qu'il y a là en effet des approches qui remettent l'humain au centre, et pourquoi pas cette idée d'une paix entretenue et soignée, celle qui est bâtie sur l'égalité des discours et des références, et peut ainsi laisser émerger un discours positif sur l'autre. De Christophe Colomb à Marco Polo, il y a là un retour à méditer sur la voie de la diplomatie, sur la voie d'une diplomate, par exemple, qui pourrait être Nicoletta, que vous voyez à mes côtés, et que je considère être une très bonne diplomate, évidemment, mon regard est biaisé. Mais sur la voie aussi du respect, plus que de la conquête, sur la voie de la réconciliation, dont sont porteurs les chrétiens, comme le souligne Monseigneur Gollnisch, selon une attitude aussi d'accompagnement et non de protection, comme il le dit très bien dans cet ouvrage. Comment ne pas citer ici les rencontres d'assises, organisées comme des journées pour la paix, dans le dialogue et sans syncrétisme. Voilà là un grand acte qui rappelle combien la prière est une force et une figure d'implication des chrétiens souvent trop sous-estimée. L'Église
a ainsi bénéficié de grands mystiques, mais aussi de grands diplomates, à l'instar de Jean-Louis Torrent, que nous avons bien connu dans nos réseaux, qui a été à la tête du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Et ce dernier en appelait constamment à ne pas déniveler notre foi chrétienne. Et c'était un grand acteur du dialogue interreligieux qui le soulignait. Car le risque de dénivellement n'existe pas dans un dialogue fait d'amitié et de fraternité, comme en témoigne chaque jour le pape François en dialogue avec les musulmans, ou comme vous pourrez le lire dans la belle contribution de Abdelkader Oukrid dans notre ouvrage. Vous aurez bientôt dans les mains, je l'espère, donc, aussi un autre ouvrage, l'ouvrage de Massimo Naro, dont vous voyez la couverture en bas, ouvrage que je viens de traduire à la demande de Patrice, et qui nous donne bien des fils à retordre, et qui reprend cette idée de dialogue, cette idée de fraternité qui est mise en avant par le pape François en dialogue avec les musulmans. Mais face aux impacts du Moyen-Orient, la question de l'opportunité du dialogue reviendra toujours. Est-ce le bon moment? La réponse est apportée par les chrétiens de Palestine eux-mêmes, qui se sont regroupés autour de la notion de kairos, le moment opportun. Et nous avons encore une fois publié l'un de leurs textes dans cet ouvrage. Ou encore du travail de nombreuses associations chrétiennes, dont l'association Adiane, que nous connaissons bien dans nos réseaux, et qui avait participé, je crois, aussi aux rencontres méditerranéennes en septembre dernier. Et l'ISCR lui-même nous y invite dans le dernier point de son communiqué de décembre dernier. Et je cite, « Nous souhaitons apporter notre soutien à tous ceux qui souhaitent être des interlocuteurs du dialogue. Quand il est si facile de nier l'autre, quand il est si simple d'enflammer les débats, nous voulons dire à toutes les personnes qui ne renoncent pas à faire du dialogue la solution qu'elles détiennent les clés de l'avenir. Nous les en remercions et leur assurons que nous sommes et nous serons, en vertu même de ce qu'est l'ISDR, résolument à leur côté. » Et d'ailleurs, l'ICM et Chrétiens de la Méditerranée avaient organisé un très beau voyage mosaïque. C'était bien avant les rencontres méditerranéennes, mais c'était un voyage qui avait amené des jeunes chrétiens et musulmans au Liban en 2010. Voyage qui avait permis de mettre en scène et de montrer que l'amitié est possible. Et c'est donc sur cet horizon de l'amitié que j'aimerais terminer. Cet horizon de l'amitié qui répond, il me semble, aux différentes exigences que nous devons tous avoir en tête. Exigence de compréhension, exigence de formation, bien sûr, mais exigence aussi, tout simplement, en tant que chrétien, de l'Évangile. Alors, achetez ce petit ouvrage, lisez-le et faites-le connaître. Merci beaucoup. C'est plus qu'un livre, c'est une porte d'entrée, c'est une nouvelle perspective sur la Méditerranée à partir de Sao Paulo, à partir du Canada, à partir de l'Afrique. Et puis c'est un engagement et que nous partageons avec les chrétiens de la Méditerranée. Vous êtes présents ici. Je vous laisse la parole. Voilà, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, à compléter, à interagir, à dire vos engagements, enfin tout cela, parce qu'on a vu que c'est à travers les mailles de ce texte, il y a des visages, il y a des engagements, il y a tout cela, et cette texture est encore plus importante que le texte lui-même.
Marilyn, est-ce que tu pourrais te lever, puisque tu es la présidente du réseau chrétien de la Méditerranée, juste pour que les gens t'identifient, si vous voulez ensuite poser des questions. Marilyn est donc celle qui a pris la suite de Jean-Claude Petit, qui avait été le fondateur de Chrétien de la Méditerranée, puis de Patrice Giraud. Et voilà, c'est grâce à Marilyn aussi que nous avons non seulement organisé cette université d'hiver, et pris en charge la rédaction de cet ouvrage. Oui, mais merci beaucoup Rémi de m'avoir présenté, mais je pense que peut-être qu'il y a des personnes dans la salle qui auraient envie de te poser des questions suite à ta brillante intervention, plutôt que je ne fasse un résumé qui sera évidemment très plat après ta conférence. Donc voilà, je peux répondre aux questions après, par la suite, mais voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir cité le réseau chrétien de la Méditerranée, et surtout merci à Chemin de Dialogue aussi d'avoir supporté ce travail à propos des actes que nous avons réalisés l'année dernière. Merci. Le micro est libre. Il y a la dame qui pose toujours la première question. Elle n'a pas changé depuis 15 ans. Ça fait plaisir. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Parce que comme tu l'as évoqué, je suis pied noir de la bulle coloniale, comme le disait Monseigneur Claverie. Et c'est un témoignage justement d'un changement de regard que j'ai pu peu à peu développer par rapport aux relations ratées, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, par rapport aux relations ratées que nous aurions pu avoir avec les musulmans en Algérie. Alors il y a une responsabilité de l'État français, bien évidemment, qui n'a pas donné la possibilité d'avoir la nationalité comme française, comme aux juifs, enfin voilà. Donc ça, je ne suis pas férue d'histoire, mais ça c'est mon cas est un tout petit témoignage justement d'une conversion et qui peut servir justement à provoquer un véritable retournement, un véritable, voilà, par exemple, nous, Monseigneur Duval, eh ben, on ne pouvait pas le voir, nous, hein, Donc ce sera intéressant, une fois l'ouvrage sorti, Jean-Robert, oui, qu'on puisse organiser des conférences ici. Mais vraiment, parce qu'on considérait qu'il nous reliait, que tout le travail qui avait été fait depuis 4 générations par ces colons français, voilà. Et tout ça, ça rentre, mais c'est pas académique ni rien du tout, mais ça rentre dans ce conflit de mémoire. Voilà, ce conflit de mémoire, et ça peut servir. Je pense que, parce que c'est toujours très douloureux l'histoire de l'Algérie française, entre guillemets, et ça peut servir justement à apaiser. Voilà. C'est ce que nous disons. Merci Christiane. Je crois qu'il y a un monsieur derrière qui veut. Oui, Rémi, je voulais, en t'entendant, j'écoute depuis le 7 octobre la géopolitique, la politique, les différentes interventions qui sont le plus souvent insupportables d'excès. Et je me dis que c'est effectivement la littérature, la culture qui est seule à même aujourd'hui de nous donner des clés. Je pense à Valérie Zenati, qui depuis le 7 octobre, évidemment, elle est pied noir, elle est juive d'Afrique du Nord, et elle a des amis autant palestiniens que israéliens, et c'est elle qui avait écrit cette bouteille à la mer de Gaza. C'est ce genre de personnes qui aujourd'hui peuvent avoir un discours vers l'espérance, très loin de la géopolitique, de la politique et de toutes ces impasses
nous assourdissent aujourd'hui. Donc vraiment, ton exposé de ce soir est tout à fait remarquable parce que justement, il nous a emmenés sur ces rives-là. Merci. En tout cas, je vous redis à quel point je suis heureux de vous voir ce soir, chacune et chacun. Et même si le prétexte est d'une douleur et une émotion difficile, je pense éprouvante pour plusieurs personnes, même présentes dans cette salle, que ce soit l'occasion d'une réjouissance, c'est pas non plus anodin. Je trouve que ça dit énormément de ce que nous vivons dans cette maison, de ce que nous vivons en Méditerranée. J'avais pris l'habitude de décrire à mes étudiants en littérature la Méditerranée comme les abysses les plus profonds et les pics les plus élevés. Je crois que c'est un peu ça. On a les pics les plus élevés de la rencontre et on a les abysses les plus insupportables et les plus sombres des conflits. Donc c'est ce qui permet, voilà, Jean-Marc, Monseigneur Amine, pardon, le dit mieux que moi, mais en effet c'est une mer qui est trop large pour rassembler, mais trop petite pour complètement diviser. Donc, nous avons la chance, je le dis depuis le Brésil en plus, voilà, nous avons la chance de vivre sur un territoire, dans un espace qui dit énormément du passé, dit énormément de la mémoire. Imaginez-vous seulement ceci, j'ai dû présenter le Salambo de Flaubert à des étudiants brésiliens, et j'ai eu la bonne idée, je crois, de commencer en disant ben, vous voyez, il n'était pas de Marseille, il était normand. Et c'est pour ça qu'il a dû aller à Carthage pour imaginer son roman Salammbô. Un Marseillais n'aurait peut-être pas eu besoin d'aller à Carthage pour imaginer le roman Salammbô. Et je crois que c'est ce qui fait la différence entre ceux qui ont ce grand privilège, mais aussi cette responsabilité que nous portons ici, à notre mesure, à l'ICM ou dans le réseau chrétien de la Méditerranée. C'est cette chance et cette responsabilité en même temps donc, de pouvoir témoigner d'une rencontre possible, que nous offrent des paysages, que nous offre un passé, que nous offrent des mémoires qui sont tellement proches qu'elles se frixent, mais tellement proches aussi qu'elles ne peuvent pas être indifférentes les unes aux autres. C'est la grande différence que nous avons ici en Méditerranée en comparaison avec d'autres territoires. Et je pense en particulier au territoire américain où les espaces sont tellement vastes, à part dans les parkings, là, je deviens tout compliqué. Les espaces sont tellement vastes qu'on peut en effet vivre facilement les uns à côté des autres sans forcément se côtoyer. Il y a, je ne pense pas exagérer pardon, le mot en parlant de ségrégation, y compris à Belo Horizonte où on vit dans un quartier qui est en effet bien, mais qui est blanc, voilà, qui est d'origine italienne, je le dis étant moi-même italien et marié à quelqu'un qui en a la responsabilité. Donc on vit aussi au Brésil même dans des espaces qui sont extrêmement séparés les uns des autres et qui posent toute une série de problèmes. Et je crois que ce que nous travaillons ici, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire moi à l'université, je crois que ce que nous travaillons ici en Méditerranée peut servir dans d'autres contextes, comme ce qui est travaillé dans ces contextes peut nous servir. Et nous devons faire attention à pouvoir être, à pouvoir aussi réceptionner ce qui est travaillé ailleurs. Je parlais de Querida Amazonia, ce texte du pape François, qui témoigne en effet d'une vision amazonienne qui pourrait servir au Moyen-Orient, à la Méditerranée, etc. Il y a une ancienne Canadienne qui voudrait parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton exposé. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et tout le long, je me disais, en fait, tout cela me parle aussi de ce que le pape François essaie de faire vivre à l'Église avec la synodalité, en fait. Cette exigence de l'écoute, de la rencontre de l'autre et de son écoute, comme manière d'être Église, en fait, comme une identité, en fait, qui est profondément ancrée dans la rencontre et l'écoute de l'autre comme autre, mais en faisant cet effort de comprendre son point de vue, en fait. Comprendre d'où l'autre parle, pour que l'autre comprenne d'où je parle aussi, et qu'ensemble, quelque chose de cette amitié se tisse et nous emmène ensemble vers quelque chose qu'on construit ensemble. Donc je trouve qu'il y a vraiment des points
connexion entre ce que tu présentais à la fin comme cette utopie, enfin voilà, vers laquelle, et cette responsabilité des chrétiens dans l'engagement pour le dialogue et l'écoute de l'autre qui permet que quelque chose d'autre advienne, quoi, bien sûr. Merci. Moi j'ai envie du coup de compléter avec quelque chose que nous avons été plusieurs dimanches soirs à vivre, plusieurs qui sont présents ce soir, juste pour compléter ce que tu as dit et être vraiment dans le dialogue, dans l'amitié. C'était donc une retransmission d'une cérémonie pour la paix, avec donc entre notamment voilà, Gaza et Israël, une association qui s'appelle Kaléidoscope. Et c'était hyper émouvant de voir donc une chrétienne, une musulmane, une juive animer cette soirée. Il y avait énormément d'amitié. C'était en fait c'est une date où depuis des années on célèbre, le mot n'est pas très bon, mais une cérémonie pour toutes les victimes donc, en Israël. Et à cette même date donc, a été montée par deux associations dont l'une s'appelle Combatants for Peace, créée par à la fois donc, des Palestiniens et des Israéliens qui ont tous été donc, victimes du terrorisme. Et cette soirée était hyper émouvante parce qu'il y avait des témoignages. Alors on passait de l'hébreu à l'arabe, sous-titré en anglais, et des témoignages, je dirais, concrets, quoi, d'abord d'un homme qui avait voilà, perdu son fils, une femme, et chacun, voilà, d'un bord et de l'autre. Et on était juste réunis, alors pas pour être dans, effectivement, l'analyse de l'histoire, etc., mais juste pour pleurer ensemble. Et voilà, j'avais juste envie, je sais pas, pour moi, dans ma tête, cette soirée dimanche soir et ce soir, ça va rester lié. Enfin voilà, c'est juste un petit témoignage. Merci Alice. Jean-Robert, oui. Jean-Robert qui était mon directeur de thèse. Oui, je te plains. Oui. Oui, je voulais juste rebondir sur la littérature. Bon, c'est très bien que tu aies mis sous cet angle littéraire et ton approche de quelque chose qui aurait pu être platement géopolitique. Et moi, je ne suis pas pied noir, mais j'ai vécu 12 ans en Algérie après l'indépendance. Et à l'époque, nous avons enseigné à la fac de droit notamment. Et dans cette fac de droit, qui n'était apparemment pas appropriée pour ça, on avait créé un séminaire de DES sur la littérature. Et pendant plusieurs années, avec mon épouse qui est ici présente, et on a utilisé la littérature pour essayer de faire comprendre à nos étudiants, qui étaient tous algériens, anciens maquisards, etc., quels étaient les imaginaires de l'autre aussi, des pieds noirs, etc. Et un certain nombre de choses passaient par la littérature, ou ne passaient pas. Je pense par exemple Camus, il y a eu des choses formidables, et en même temps, il n'a pas réussi à mettre en musique complètement, je crois, une des rares nouvelles où il parle directement du contexte de la guerre, c'est la nouvelle L'Hôte dans l'exil et le royaume, et en même temps, ça ne va pas très loin, ça va moins loin que, par exemple, un écrivain, un instituteur qui avait écrit 2 fois le même roman, qui s'appelait René Catala, dont personne n'a plus jamais entendu parler après, mais qui a fait un roman chez Gallimard qui s'appelait Rouge le soir, qui s'appelait dans un premier temps Le Jardin des Hautes Plaines. Et c'est un des romans les plus étonnants sur la perception sur la montée en puissance du drame colonial en Algérie. C'est un roman qui s'écrit entre 1942 et 1953. C'est-à-dire que la littérature, elle aide à dire beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'écrivains comme Volou Ferraoui, qui a été assassiné, comme d'autres, qui ont aidé à comprendre les choses. Comme je crois le cinéma peut aider, comme d'autres arts peuvent aider. Ce sont des dimensions qui sont à notre portée. Voilà. On est plusieurs à aimer la littérature. Je pense à Anne et Olivier avec qui on partage pas mal de goûts littéraires. Mais je crois que Vincent, qui adore le cinéma par exemple, je crois qu'il y a plusieurs angles qui peuvent permettre d'approcher cette complexité moyen-orientale
sous un autre biais que simplement le conflit qui s'impose, mais qui n'est pas suffisant, voilà, qui doit être dépassé.